Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Là où vous êtes au monde, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette session où on va discuter le développement et la sécurité à la frontière tuniso-libyenne. Je souhaite la bienvenue aux représentants des institutions publiques, du secteur académique, de la société civile et bien sûr aux collègues des agences onusiennes. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à nos panélistes, à Madame Naila Fekki, vice-présidente de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, à Monsieur Hamza Meddeb, chercheur associé au Centre Carnegie pour le Moyen-Orient, à Monsieur Jean-Louis Romané Pérou, directeur de l'ONG North African Policy Initiative, et à Monsieur Michael Ayari, analyste senior à l'International Crisis Group. Au cours de cette session, nous allons explorer ensemble certaines facettes, des multiples facettes du lien contre le développement et la sécurité, et notamment ce qu'on appelle en anglais Security Development Nexus. Et le développement et la sécurité dépendent l'un de l'autre et se renforcent mutuellement pour créer la paix et la prospérité. Cependant, le revers de la médaille est que lorsque l'un ou l'autre de ces conditions est absent, rétablir l'équilibre constitue un grand défi. Notre panel distingué se concentrera sur le lien entre le développement et la sécurité à la frontière tuniso-libyenne, qui comporte une importance cruciale pour la prévention de l'extrémisme violent en Afrique et dans la région arabe, ainsi que dans la dynamique de l'extrémisme violent dans le triangle Algérie, Tunisie, Libye. La discussion commencera par une présentation du contexte régional avec M. Meddeb, puis une revue des contextes nationaux avec M. Romané du côté libyen et M. Ayari du côté tunisien, pour terminer avec les politiques publiques adoptées ou proposées en Tunisie pour prévenir l'extrémisme violent avec Mme Fekki. Notre débat aujourd'hui se base sur des études qui ont été élaborées dans le cadre d'un projet mis en œuvre par la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et le PNUD en Tunisie sur le renforcement de la prévention de l'extrémisme violent en Tunisie, le PVE, le PEV, connu sous le nom du projet Tarabot, dont le volet de recherche vise à orienter les politiques publiques et à fournir des éléments nécessaires pour un dialogue constructif sur la PEV en Tunisie. Avec ce cadrage, je laisse la parole à notre panel pour répondre à une question vraiment pour des champions. Est-ce que la sécurité et le développement sont deux faces de la même médaille, et surtout à la frontière tuniso-libyenne? Je commence avec M. Hamza Meddeb, qui est chercheur associé au Centre Carnegie pour le Moyen-Orient, où ses recherches couvrent les enjeux liés aux réformes économiques, à l'économie politique des conflits et à la sécurité des frontières en Afrique du Nord. M. Meddeb est l'auteur principal de l'étude du PNUD sur l'économie politique de la région frontalière entre la Tunisie et la Libye. Monsieur Meddeb, quelles sont les principales conclusions de cette recherche et leurs implications potentielles sur les agendas de sécurité et de développement dans la région? À vous, Monsieur Meddeb. Alors, merci à vous, Alissar, et merci à tous les organisateurs de ce panel. Je pense que il est important de contextualiser absolument et de mettre un peu les dynamiques qui se jouent dans ces régions-là dans leur contexte pour avoir une compréhension fine de ce nexus entre développement et sécurité. Si on prend la frontière tuniso-libyenne, on sait très bien que historiquement, cette frontière a été structurée par des activités transfrontalières informelles, qu'il s'agisse de la contrebande, de la fraude douanière, toute forme d'activité un peu illicite ou informelle. Et du coup, on n'est pas là en face d'un épiphénomène, si je peux dire, on est face à un élément ou à des activités structurantes qui ont structuré non seulement le contexte économique et social local, mais qui ont structuré aussi les rapports État-société. Parce que
pendant au moins 2 à 3 décennies, surtout sous le régime de Ben Ali, il était clair que ces activités informelles ont été utilisées comme une forme de soupape de sécurité pour compenser un peu le manque d'investissement public dans la région, pour compenser le besoin de créer de plus en plus d'emplois et pour compenser, bien entendu, les faiblesses structurelles en termes d'investissement public et en termes d'appui et d'engagement financier de l'État dans les régions frontalières, mais dans les régions de l'intérieur plus globalement. Donc du coup, on voit très bien que ces activités informelles qui structurent le contexte socio-économique dans la région ne peuvent pas ou ne peuvent être prises en considération que dans le cadre des rapports État-société et la manière dont elles ont constitué un élément fondamental de structuration des pratiques de gouvernance dans la région. Et je pense que le moment 2011 a été extrêmement important. 2011, révolution en Tunisie, comme vous le savez, révolution en Libye. Et du coup, effondrement de tous les arrangements qui ont structuré, qui ont façonné les rapports à la frontière tout au long de plusieurs décennies. Et au même moment, donc à partir de 2011, la région entre dans une situation de tension parce que, à cause de la fragmentation sécuritaire en Libye, à cause, bien entendu, des risques sécuritaires extrêmes en Tunisie, avec les assassinats politiques de 2013, avec plusieurs attentats à partir de 2014-2015, et un contexte qui a appelé, bien entendu, une forme de sécurisation, une forme de militarisation des frontières à travers le déploiement de dispositifs de sécurité, de dispositifs militaires. On a vu réellement la création de zones tampons, la mise en place de fossés, de dispositifs de sécurité. Et bien entendu, tous ces dispositifs-là ont été extrêmement importants à mettre en place dans un contexte où la Libye voisine s'enlisait dans un conflit fratricide, dans une guerre civile. Mais progressivement, on a vu l'impact de ces dispositifs sur les activités informelles, qui étaient, rappelons-le, et qui sont un élément structurant dans la région. On a vu que l'impact de ces dispositifs de sécurité et de ces dispositifs militaires un peu sur l'économie politique de la région. Et bien entendu, les choses ont continué un peu à s'aggraver et à créer des tensions, surtout au moment de l'intervention ou de l'exacerbation des conflits du côté de l'ouest libyen. Et avec la crise du Covid, les choses ont fini réellement par s'enliser dans une forme de tension, d'où l'explosion des mécontentements dans toute la bande frontalière, quasiment. La plus connue, c'est les mouvements sociaux d'El Kamour, dans la région de Tataouine, mais on a vu d'une façon sporadique, en quelque sorte, des tensions ici et là à Médine et à Tataouine. Pour conclure peut-être sur ce point, j'aimerais mettre cet élément de contexte dans un rapport plus large de profonde asymétrie entre le centre et la périphérie en Tunisie. Si je parle du centre pour mentionner ou désigner le centre politique et administratif. Et je pense que cette asymétrie se joue sur au moins cinq aspects. Il y a bien entendu la question du rôle de l'État et des ressources de l'État dans des régions où le secteur privé est l'unique, où le secteur public et l'État est l'unique acteur économique, et où il n'y a pas de secteur privé. L'économie informelle devient un élément important avec des passerelles qui peuvent se créer avec le terrorisme, avec des pratiques illicites, etc. Sans confondre terrorisme et contrebande, on ne peut pas nier l'existence de passerelles, surtout quand le contexte devient répressif. Le deuxième élément, je pense à la question de la terre. Et la question du foncier, c'est une question fondamentale dans beaucoup de régions en Tunisie, y compris dans les régions intérieures, où à travers une propriété collective des terres, on garde un peu des structures matérielles du tribalisme et on garde des racines de tensions et de conflits communautaires ou locaux. La question de la loi et l'idée de légiférer pour intégrer l'économie informelle, pour changer la donne dans les régions, c'est une question aussi fondamentale.
Je terminerai par les deux éléments. C'est la question de la militarisation, bien entendu, et la nécessité d'accompagner cet effort de sécurité, ce souci de sécurité par un effort d'attention à la dimension humaine, un effort social. Cela passe par repenser certainement les formes de présence des institutions militaires et sécuritaires, plus de communication avec la population et bien entendu plus de partage d'informations. Informations avec la population, avec les autorités locales, essayer d'avancer dans le processus de décentralisation pour faire en sorte que la prise de décision soit le plus proche possible des citoyens. Merci Hamza, merci pour cette présentation. Je donne maintenant la parole à Jean-Louis Romanet-Pérou, qui est chercheur et conseiller en matière de coopération internationale et de développement, notamment en sa qualité de directeur de l'ONG North Africa Policy Initiative. Il travaille actuellement avec le PNUD Libye sur une recherche sur la gouvernance locale et l'extrémisme violent. Monsieur Romanet, selon vous, et compte tenu de l'évolution du contexte libyen, quels sont les moteurs du changement qui pourraient avoir un impact sur la sécurité humaine à la frontière tuniso-libyenne? À vous, monsieur. Merci Alissa, enchanté d'être ici avec vous. Et je vais toucher d'abord à quelques points pour illustrer la trajectoire actuelle et les facteurs persistants. Nous sommes en une dynamique de changement, mais il y a quand même des facteurs persistants. Après, je vais couvrir quelques différences entre le contexte libyen et celui tunisien, en construisant un peu sur ce que Hamza vient de dire. Premièrement, en Libye, oui, certes, le conflit a cessé, mais les divisions restent là, notamment au niveau sécuritaire et politique. Il y a des efforts de réunification des institutions libyennes, mais les efforts sont très, très difficiles au niveau de l'armée et de la sécurité en général. On a un gouvernement d'unité nationale, mais le processus politique est très, très compliqué pour plusieurs raisons. La première étant justement l'insécurité qui continue à être présente dans le pays. Et il vient d'avoir, ces dernières semaines, un enlèvement à l'est, un enlèvement à l'ouest et une attaque revendiquée par Daesh au sud. Le pays reste aussi divisé, comme avant le conflit, entre deux zones d'influence. La route côtière entre Sirte et Misrata, le long de laquelle passait la ligne de front, est toujours fermée, même 7 mois après la signature de cessez-le-feu. Il y a toujours beaucoup de combattants étrangers dans le pays, peut-être 20 000 de plusieurs pays des deux côtés. Il y a toujours un gros problème de légitimité des institutions. Le gouvernement d'unité nationale ou d'union nationale n'est pas élu. Et il n'y aura fort probablement pas d'élection cette année. Enfin, la relance économique qui est très attendue et qui commence à être visible. Il y a une multiplication de visites politiques, économiques, de délégations, d'hommes d'affaires, mais le gouvernement, s'il ne peut pas s'appuyer sur une légitimité, aura beaucoup de mal à faire approuver un budget et donc des investissements et faire les réformes nécessaires pour que des projets d'investissement de long terme aient lieu. Ce cadre, malheureusement, ressemble à celui d'un conflit congelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, le pays reste divisé. Il continue d'y avoir une présence durable de forces étrangères et l'État risque de rester faible. Et ça ressemble un peu au modèle Astana qui a été déjà observé et développé en Syrie par les Russes et les Turcs. Ça ne promet pas beaucoup pour l'instant. Il va falloir voir. Alors, quelles sont les grosses différences entre la Tunisie et la Libye au niveau de la gouvernance? En Tunisie, l'État est relativement fort et centralisé. Il est efficace en termes de sécurité, mais pas en termes de gouvernance. Alors qu'en Libye, l'État est faible, toujours centralisé, au moins sur le papier, mais la gouvernance, de fait, est décentralisée en Libye. Et les municipalités qui ont été élues, la plupart d'entre elles, pour 2 fois, gèrent les questions courantes. La gestion sécuritaire aussi, au niveau de la Tunisie, est centralisée, relativement structurée et stable, alors qu'en Libye, elle est décentralisée, morcelée et très instable. Et au niveau de l'économie, pour ce qui regarde les frontières, au niveau national, la crise économique est forte en Tunisie, mais au niveau local, c'est encore plus vrai. Il y a beaucoup de pauvreté et de chômage et peu d'alternatives à la contrebande. Alors qu'en Libye, ce n'est pas la même chose. L'État est riche, même s'il ne peut pas encore disposer de ses richesses,
à cause du manque de légitimité. Et au niveau local, il n'y a pas la même pauvreté qu'il y a du côté tunisien. Il y a des alternatives à la contrebande et l'État embauche une grande partie de la population active. Enfin, l'économie informelle est relativement horizontale, ouverte et fluide, à la différence du côté tunisien qui est plus structuré et vertical. En termes d'analyse prospective, il risque d'y avoir des chocs qui pourraient déstabiliser la région transfrontalière. Le premier, c'est les limitations des subventions libyennes aux hydrocarbures en particulier. Et ça aurait immédiatement un effet sur le coût de l'essence qui pourrait tuer tout simplement et rendre peu rentables les trafics transfrontaliers. Et ça pourrait entraîner des émeutes et une augmentation des mouvements migratoires. Je termine pour mentionner juste un effondrement du prix du pétrole d'ici 2 ans ou 3 ans porterait aussi à des déstabilisations et évidemment une reprise du conflit en Libye. Merci, merci beaucoup pour cette analyse. On quitte maintenant la Libye pour aller en Tunisie avec M. Mikael Ayari, qui est analyste senior à International Crisis Group en Tunisie. Son expertise de recherche couvre les mouvements politiques au Maghreb. En 2017, il a collaboré avec le système des Nations Unies en Tunisie et il a produit une revue analytique des facteurs favorisant l'extrémisme violent en Tunisie pour informer le cadre programmatique de l'équipe pays des Nations Unies en matière de prévention. Cette étude est aujourd'hui mise à jour pour contribuer au débat sur la révision de la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Monsieur Ayari, selon vous, quelles pourraient être les implications stratégiques de la situation à la frontière tuniso-libyenne sur l'agenda national de prévention de l'extrémisme violent en Tunisie? À vous, Monsieur Ayari. Voilà, excusez-moi. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Donc, disons rapidement, le problème principal se situe dans le niveau de sécurisation, c'est-à-dire ce que Hamza appelle la militarisation des frontières. C'est-à-dire qu'effectivement, ça bloque la richesse des échanges disons, commerciaux, ça bloque les échanges commerciaux formels et informels, et ça crée beaucoup d'effets pervers qui ont un impact direct sur la perception que se font donc les habitants locaux de l'État. Disons que ça réactive leur perception de défiance historique qu'ils entretiennent par rapport à l'État et qui s'est créée et qui s'est faite dès la formation traumatisante en fait, de la frontière en 1910 en fait. Disons qu'on retrouve globalement le même type de dynamique que depuis cette époque, même si le contexte a beaucoup changé, on n'est plus dans un univers nomade, etc. Mais on se retrouve avec des zones de transhumance qui sont réduites, avec des tensions grandissantes entre agriculteurs et pasteurs, des pénuries de fourrage pour les bêtes. On a des contrebandiers, des commerçants de l'informel qui sont obligés donc d'arrêter leurs activités. Disons que le gros choc a été évidemment la question de la fermeture quasi totale pendant plusieurs mois à cause de la crise de la Covid-19. Plus s'ajoute encore une fois le fait qu'on a une reconfiguration de ces réseaux et on se retrouve avec une prolétarisation, si vous voulez, rapidement, des petits contrebandiers avec des gros contrebandiers qui, eux, ont les moyens d'aller au-delà des nouvelles règles imposées, qui arrivent à négocier, qui ont les capacités de négociation avec les autorités ou qui peuvent passer en fait certains produits et donc qui finissent par exploiter les petits contrebandiers qui jusqu'à présent arrivaient à vivre. On a une insécurité aussi des commerçants de l'informel. De plus en plus, il y a plus ce qu'on appelle, Hamza en parlait tout à l'heure, la carte de circulation, ce qu'il y avait à l'époque du régime de Ben Ali en 88, après la réouverture de la frontière jusqu'en 2011, c'est-à-dire certains produits qui étaient tolérés, ce petit commerce de la valise, si vous voulez, cette économie de la débrouille dont parle Hamza. Il n'y a plus ça et il y a carrément il y a des rivalités. La militarisation a fait qu'il y a l'armée beaucoup plus présente
Et donc, il y a des petites rivalités, des manques de coordination entre les différents corps sécuritaires qui fait qu'en fait, un accord informel qui est passé avec l'un fait qu'il n'est pas valable avec l'autre, et ainsi de suite, ce qui fait que ça les plonge dans une certaine insécurité. Les conséquences de ça sont claires, si vous voulez, au niveau pragmatique. On a évidemment le risque d'une diminution de la contribution en fait, de ces populations frontalières en termes de renseignement humain. D'autant plus qu'on est dans un territoire, si vous voulez, qui a quand même des règles assez opaques, informelles. Il faut rappeler historiquement qu'on est donc sur la plaine de la Djeffara, côté libyen et côté tunisien, où on a des alliances tribales qui sont reconfigurées à travers les opportunités, disons, de commerce, donc du tribalisme sans tribu, si vous voulez. Et on peut avoir certains clans qui, parce qu'ils perdent leur monopole d'intermédiation, peuvent à des moments jouer la carte de dire voilà, nous allons laisser passer des choses, nous ne pouvons pas voir les djihadistes arriver par exemple, ou la question d'immigration informelle, pour pouvoir négocier le maintien de leur position de monopole, d'intermédiaire par rapport aux autorités. Pour finir, le problème de tout ça, et ce qu'on a vu dans les recherches qu'on a faites, c'est qu'on n'est pas dans un monde de causalité directe. On ne peut pas dire plus de sécurité va forcément amener de la radicalisation. On ne peut pas dire, il n'y a rien qui est automatique, parce qu'on n'est pas dans une échelle strictement individuelle. C'est un peu irréductible au niveau individuel. Pourquoi, sous l'effet d'une sécurisation, tel individu se radicalisera et pourquoi pas un autre? Il y a des centaines de variables. Par contre, ce qui est clair, c'est que s'il y a une reproduction du même rapport entre État et citoyen dans les zones frontalières, c'est-à-dire en reproduction d'un mode d'un rapport historique, d'une économie politique historique, qui a évidemment des différences selon les périodes, ce que ça risque de créer, c'est qu'au moment où il y aura un contre-récit radical qui va revenir, parce qu'on n'est plus du tout dans le même contexte qu'en 2015-2016 au niveau du djihadisme, c'est-à-dire qu'il y a un déclin qui est net au niveau de l'attraction et de l'attrait idéologique, des capacités organisationnelles, financières et tout ce que vous voulez, à l'échelle, je dirais, mondiale, à part dans le Sahel, donc dans l'Afrique subsaharienne. L'État n'arrivera pas à fournir un contre-récit crédible et légitime, si vous voulez, pour pouvoir réduire l'attraction de finalement ces idéologies radicales, mais qui sont persuadées, pour ceux qui les promeuvent, qui sont dans une continuité historique, c'est-à-dire la continuité, ils alimentent, et plutôt ils réactivent la résistance face à l'État, qui est finalement un État qui est au service de l'étranger ou d'une élite qui est dans le centre et qui se soucie peu de la périphérie, et un État qui finalement leur confisque leur capacité d'organisation et qui en même temps ne leur donne rien en échange. Et à mon avis, l'une des solutions, peut-être on verra, en fait c'est grand de dire ça, parce que c'est quand même c'est un problème, c'est plutôt d'arriver à rentrer dans un cercle, si vous voulez, positif, et d'arriver à briser petit à petit ce cercle par un rebranding aussi de la vision de la zone. C'est-à-dire que ce n'est pas une zone qui est coupée, c'est aussi une zone qui a une richesse, et qui est une zone tuniso-libyenne, c'est un véritable espace frontalier, et aussi de voir que la Libye ne peut plus, à mon avis, être considérée comme le territoire qui est le territoire d'où viennent tous les dangers, ce qui était le cas en 2016, en 2017, mais là, il y a quand même relativement d'espoir, parce que le fait de considérer aussi la Tripolitaine comme le territoire de tous les dangers, ça renvoie aussi à la conception qui était sous le protectorat français et qui est passée après les indépendances. C'est la création d'une frontière disjonctrice pour protéger sous les Français donc les possessions de l'Empire et de la République, et puis de l'autre côté, par rapport à l'Empire ottoman et les Italiens à partir de 1911. Voilà. À mon avis, on est beaucoup plus là-dedans, et là, on travaille sur les scénarios justement prospectifs, sachant quels sont les drivers et les chocs qui peuvent amener, dans le meilleur des scénarios, c'est-à-dire celui où sécurité et développement iraient de pair, et on aurait une frontière rayonnante, et on aurait un État… Michael, j'arrête. La carte rouge. Voilà, la carte rouge. Okay. Voilà, qui pourrait profiter en fait justement des créativités des populations locales et de ne pas reproduire ce rapport historique
facteur d'un certain nombre de radicalisations et qui diminue la perméabilité, augmente la perméabilité de l'État et de la société aux doctrines extrémistes violentes. Voilà. Excusez-moi. Merci Michael, et désolé, on reviendra dans les questions, j'espère. Après avoir donné un peu un aperçu sur le contexte régional, les contextes nationaux en Libye et en Tunisie, et on a vu leur interdépendance et leurs relations vraiment très intimes, on passe à Madame Neyla Fekki, qui est vice-présidente de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme depuis sa création en 2016. À ce titre, Madame Fekki a contribué à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et participe actuellement à la mise en œuvre, à la mise à jour de cette stratégie. Madame Fekki, quels sont les principes guides de la Commission dans le domaine de la prévention en Tunisie et comment les appliquez-vous dans la région frontalière entre la Tunisie et la Libye? À vous, Madame Fekki. Merci Alissa, mesdames, messieurs, chers participants, chers partenaires. Au nom de la CNLCT, la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, permettez-moi tout d'abord d'adresser donc mes sincères remerciements au Centre d'Oslo pour la gouvernance du PNUD pour l'invitation à participer à la 3e conférence mondiale sur les travaux, les tendances émergentes de l'extrémisme violent et l'avenir de la prévention. C'est un honneur pour la CNLCT de vous présenter l'expérience tunisienne et son approche proactive en matière de PEV dans le cadre de la commémoration de la communauté internationale du 20e anniversaire de l'adoption unanime du Conseil de sécurité de la résolution 1373 qui représente une référence internationale en matière de lutte contre le terrorisme. L'extrémisme violent et le terrorisme constituent un défi pour toutes les sociétés. C'est une menace pour la paix sociale, la sécurité humaine et les droits humains. C'est un combat qui nécessite la mobilisation de toutes et de tous. Ces dernières années, donc, la Tunisie a été frappée par le terrorisme comme beaucoup d'autres pays. Notre pays a développé des mécanismes permettant de répondre fermement sur le terrain, mais aussi sur les plans législatifs, stratégiques et institutionnels. Sur le plan opérationnel, la réponse a permis d'améliorer sensiblement la sécurité du pays ces 2 dernières années. Cette réponse a un prix. D'abord un prix inestimable, celui des victimes parmi nos forces de sécurité, de notre armée et des civils paisibles. La Tunisie leur sera toujours reconnaissante. Ensuite, un prix que nous considérons un investissement pour une Tunisie plus sûre, celui de renforcement des capacités nationales à faire face au terrorisme et surtout le prévenir par des mesures systématiques qui répondent directement aux facteurs qui le favorisent en vue d'assurer des résultats durables, préservant donc la paix et la sécurité nationale. Sur le plan législatif, la Tunisie a adopté les instruments internationaux pertinents qui représentent le cadre juridique mondial commun de lutte contre le terrorisme. Elle a promulgué la loi antiterroriste, elle a adopté sa première stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme 2016-2021. La commission qui est créée sous l'égide de la présidence du gouvernement est un organe institutionnel de référence, fédérateur, qui soutient les efforts nationaux et internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et de sa prévention. Et ceci à travers des prérogatives d'ordre de nature stratégique, analytique, normative, ainsi que la coordination entre les différents acteurs étatiques et non étatiques. La démarche consultative et inclusive de la CNLCT est appuyée par les 22 membres qui le composent et qui représentent différents ministères impliqués dans la prévention. Dans sa vision stratégique, la CNLCT investit dans la prévention qui vise à augmenter donc les capacités de résilience de l'État et celles de la société tunisienne à l'extrémisme violent par les activités de prévention à moyen et à long terme dans une approche globale, respectueuse des droits humains. Dans ce contexte, un nombre important de projets nationaux ont été formulés dans le cadre des plans d'action ministériels pour la mise en œuvre de la stratégie nationale
qui ont inclus de manière participative des activités éducatives, sociales, économiques, religieuses et culturelles au cœur de la prévention, à travers des programmes visant à accroître la résilience individuelle et sociétale contre l'extrémisme violent. Dans ce cadre, le projet Soutenir le système éducatif et les espaces éducatifs et universitaires par la promotion des droits de l'homme, l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation à l'utilisation d'Internet. C'est un projet lancé en coopération avec les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, avec le soutien de nos partenaires internationaux, visant principalement à consolider un système de valeurs positives chez les jeunes et l'éducation au respect des droits humains, le renforcement, plutôt le renoncement à la violence, tout en développant un esprit critique, ce qui contribuerait à renforcer l'immunité des jeunes face aux discours extrémistes et violents. Dans le même contexte, plusieurs projets nationaux ont été développés en partenariat avec les ministères des Affaires sociales, des Affaires religieuses, le ministère des Affaires culturelles, le ministère de la Jeunesse et des Sports. La CNLCT veut à créer une dynamique multisectorielle nationale et locale qui implique et engage toutes les parties prenantes, les acteurs gouvernementaux, autorités locales, société civile, secteur privé, basée donc sur la construction et le renforcement de la confiance et la mise en place des mécanismes de coordination et d'action conjointe pour aider à faire face aux phénomènes dans ses divers aspects et dimensions. La CNLCT a développé une approche participative et inclusive, permettant de collaborer étroitement avec les différents partis, notamment les associations actives au niveau local et les associés dans la plupart des activités menées, tout en leur fournissant l'appui requis pour la mise en œuvre de leurs programmes pertinents. L'efficacité de ces associations locales dans les efforts de prévention a été fortement prouvée durant la crise sanitaire générée par le Covid-19, qui, pour les raisons de restriction et sécurité sanitaire, a ralenti la mise en œuvre de certains projets associatifs. Ces associations fortes de leur ancrage territorial, la connaissance des spécificités locales, les relations de confiance avec les citoyens et citoyennes, ces associations ont réussi à répondre à temps à certaines problématiques liées aux conséquences de la crise sanitaire. Dans ce cadre, différentes actions ont été mises en place, telles que la production et la distribution d'équipements de protection par un groupe de femmes à travers des activités génératrices de revenus, la participation également à la distribution de l'aide aux familles les plus vulnérables à travers les collectivités locales, distribution d'aide aux étudiants dans les foyers pour subvenir à certains besoins de base. Dans le but de créer et consolider une dynamique locale, la Commission a organisé des réunions périodiques dans les régions au siège du gouvernorat, en présence des autorités locales, et ce depuis octobre 2018. Ces réunions ont été suivies par des ateliers d'échange avec les représentants locaux et ceux de la société civile. L'idée, c'était justement de mobiliser, à prendre part à la politique de prévention de l'extrémisme violent et entamer une réflexion commune sur le développement d'un cadre local multi-acteurs dans cette thématique. Donc, ces rencontres ont permis de développer un réseau de 48 correspondants régionaux qui constituent des référents de la CNLCT au niveau local. Un programme de renforcement des capacités pour ces correspondants est en cours afin de favoriser leur appropriation des connaissances et outils nécessaires à l'élaboration de stratégies préventives pertinentes au niveau local. Étant donné que la prévention de l'extrémisme violent, c'est un effort conjoint, est une responsabilité partagée de tous les acteurs, la CNLCT a conclu des accords de partenariat avec des institutions et organismes nationaux dans le domaine du sport, de l'éducation, les médias, de la jeunesse. Ces accords donc, ont permis de constituer un réseau d'appui aux missions de la CNLCT au niveau des programmes, au niveau de la communication, au niveau de la sensibilisation et de la coordination. À citer donc des accords de partenariat ont été établis avec la Fédération tunisienne du sport pour tous, avec l'organisation scout tunisienne, avec la télévision et d'autres accords suivants. La CNLCT, en collaboration avec ses partenaires, œuvre pour développer les connaissances autour de la thématique de la PVE. Ceci va permettre
de lui permettre de bénéficier des résultats scientifiques d'études de terrain, d'enquête et informer et éclairer les politiques et programmes visant à prévenir l'extrémisme violent, notamment dans le cadre de la révision de la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, dont le processus a été entamé depuis le début de cette année. Donc, on peut citer par exemple les deux études qui ont été présentées tout à l'heure par Michael et Hamza, également une enquête sur l'état de la cohésion sociale dans le gouvernement de Médine et l'élargissement de cette expérience avec une enquête similaire au gouvernorat de Guebes et de Tataouine qui sont limitrophes de la frontière tuniso-libyenne. L'étude sur l'analyse des discours de haine sur Internet et dans les réseaux sociaux durant la période Covid. Également l'étude sur le coût économique de l'extrémisme violent en Tunisie et ses répercussions sur la situation économique et son impact néfaste sur le climat de l'investissement et sur le sentiment d'insécurité engendrant donc l'augmentation excessive des dépenses de sécurité au détriment de l'investissement dans le développement économique et humain. La Commission s'appuie sur les résultats de cette étude comme point d'entrée pour stimuler et encourager l'implication du secteur privé dans l'effort national de prévention de PEV, étant donné donc son rôle de levier spécial sur les questions de développement économique et peuvent contribuer à façonner l'économie politique. La CNLCT s'emploie également à développer son réseau de partenariats internationaux. Elle a pu développer un partenariat renforcé avec le système des Nations Unies, ainsi que le développement de nombreux projets liés à la prévention de l'extrémisme violent adapté au contexte tunisien et qui s'aligne avec la stratégie. Ainsi, donc, le projet Tarabt, Cohésion pour prévenir la violence appuyée par le PNUD, ce projet vise à accroître les capacités de résilience de l'État et de la société tunisienne à travers le développement et en se basant sur les principes des droits humains. Ce projet se concentre sur deux axes, appui institutionnel et appui sociétal, donc en renforçant l'application d'acteurs non étatiques en vue de favoriser une approche globale de la société pour la PEV. Dans le cadre de sa coopération avec l'Union européenne, donc, nous avons pu réaliser une cartographie des initiatives et des projets dans le domaine de PEV afin d'appuyer la prise de décision et d'assurer la coordination entre les différentes initiatives et créer la synergie entre elles. Grâce à l'appui également financier avec JSURF, des initiatives de la société civile, des autorités locales, des universités, des institutions de recherche ont permis d'accroître les capacités locales pour prévenir l'extrémisme violent, en particulier dans les zones rurales à proximité des grandes villes et régions. 5 associations ont développé des consortiums qui ont mis en œuvre, en partenariat avec les autorités locales, de nombreuses activités et initiatives dans le domaine de la prévention de l'extrémisme violent, ciblant près de 12 000 bénéficiaires. Les programmes ont été conçus pour cibler principalement les jeunes âgés de 15 à 35 ans, avec un accent particulier mis sur les chômeurs, les décrocheurs, les étudiants, les personnes vulnérables à la violence et à la criminalité. Et dans ce cadre-là, vous pouvez consulter le document des projets réalisés dans le cadre de ce programme sur le site officiel de la CNLCT et dans ses réseaux sociaux. Cette semaine, un appel à candidature pour les associations récipiendaires vient d'être lancé dans le cadre de la deuxième stratégie de financement de JSURF 2021-2024, visant à appuyer les programmes et les initiatives dans les régions défavorisées avec un financement d'environ 5 millions de dollars. Permettez-moi, avant de conclure, de partager avec vous certaines réflexions, sont 2 réflexions au regard du thème retenu pour cette session. La multiplicité des projets et des initiatives liées à la PEV sont capables d'apporter, certes, un changement positif pour les groupes cibles, mais pour cette fin, il est nécessaire de travailler à étendre ces changements à une plus grande échelle et de manière durable pour l'intégration d'initiatives dans les politiques publiques et la coordination multisectorielle, multi-acteurs au niveau international. Et ceci, ça a été parmi les recommandations retenues par le rapport annuel de la CNLCT qui a énoncé cette recommandation capitale pour réussir dans la PEV et que vous pouvez également consulter sur le site de la CNLCT. Je terminerai par
réflexion, c'est pour insister qu'il faudrait prendre en considération dans le développement des réponses appropriées à la crise sanitaire et économique actuelle, la consolidation des droits et libertés et l'importance d'avoir des stratégies sur le moyen et long terme capables d'intervenir sur les facteurs structurels de développement inclusif, cohésion sociale et confiance dans les institutions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Madame Naïla, pour partager avec nous l'expérience tunisienne. Maintenant, j'aimerais bien revenir vers Hamza pour qu'il nous parle un peu plus sur les tensions entre les citoyens, les citoyennes et les forces de sécurité le long de la frontière. Hamza, l'armée est souvent considérée comme une institution de confiance en Tunisie, étant donné le rôle positif qu'elle a joué pendant la Révolution. Il semble que la réalité est beaucoup plus nuancée pour les populations frontalières. Selon vous, que pourrait-on faire pour améliorer les relations avec les militaires dans ces zones frontalières? 2-3 idées, s'il vous plaît, Hamza. Alors oui, très brièvement. Alors c'est vrai que l'institution militaire jouit d'un respect, d'une confiance, d'un niveau de confiance élevé en Tunisie. C'est vrai aussi que le contexte sécuritaire du côté libyen pose un réel problème. Bon, il a posé de réels problèmes tout au long des années précédentes. On ne peut pas nier le déploiement sécuritaire et militaire ont tout à fait été légitimes pour justement faire face au risque d'intrusion des terroristes et au risque de débordement, si je peux dire, des menaces sécuritaires transfrontalières. Et on a vu l'expérience où l'attaque de Ben Guerden en 2016 a été un moment fort. Et il fallait réellement cette cohésion entre la population et les institutions militaires et sécuritaires pour faire face à cette menace. Quoique, je pense que surtout, compte tenu justement malheureusement de la dégradation de la situation socio-économique dans la région, les institutions militaires et sécuritaires sont appelées à peut-être revoir un peu et à réviser leur mode de déploiement en essayant d'associer ou d'apporter une présence beaucoup plus sociale ou d'accompagner leur rôle de sécurité nationale par une attention plus particulière à la dimension de sécurité humaine et de cohésion sociale. Je pense, très brièvement, en quelques exemples, revisiter le rôle social de l'institution militaire et de l'armée, un rôle que l'armée a joué historiquement quand on discute avec les habitants des gouvernorats de Médine et surtout de Tataouine. Dans les années 60-70, l'institution militaire a joué un rôle énorme, que ce soit de point de vue d'accès à la culture, d'accès aux loisirs pour la population, à Ahmed et dans les villes frontalières, d'accès à la santé, bien entendu. Donc, il faudrait, je pense, profiter de cet apaisement. Jean-Louis l'a mentionné tout à l'heure, les risques ne sont pas derrière nous, mais il y a une forme d'apaisement du côté libyen pour essayer de revoir un peu ces formes de présence et les accompagner par un effort beaucoup plus centré sur une attention particulière au rôle social. Je pense à la nécessité réellement d'assurer un accès à la santé pour les populations. Je pense à l'accès à une formation professionnelle pour les jeunes, surtout dans un contexte, comme je l'ai dit, un peu qui s'est dégradé ces dernières années à cause de la situation socio-économique. Un autre élément ou une autre proposition serait aussi d'accompagner, d'avoir un effort de communication avec la population, surtout vis-à-vis des périmètres des zones tampons et des zones militaires. Il y a 3 types de zones militaires. Michael a mentionné tout à l'heure, à juste titre, les tensions qui peuvent émerger entre agriculteurs, entre pasteurs, entre ces 2 derniers et l'armée. Donc, il y a un besoin réellement de communiquer avec la population, de créer un cadre de concertation pour s'assurer que l'information circule, que ces dispositifs soient légitimement
acceptée et même soutenue par la population, en dépit, bien entendu, des restrictions qu'elles peuvent susciter. Et une troisième expérience, c'est l'expérience, par exemple, du Conseil de sécurité à Ben Guerden. Je pense que c'est une expérience de police de proximité qui peut être poursuivie et mise en place dans d'autres régions dans le pays et même dans d'autres espaces frontaliers. Elle peut être élargie et là, c'est un cadre de dialogue, de concertation, de création de confiance entre la population et les institutions et l'institution sécuritaire c'est un cadre extrêmement important, surtout pour apaiser les tensions et essayer réellement d'avoir un rôle préventif et, en amont, peut-être avant d'anticiper de potentiels risques ou tensions qui peuvent émerger à cause justement de la dégradation de la situation socio-économique dans la région. Merci Hamza. En parlant de risques, je voudrais bien passer à Jean-Louis. Jean-Louis, on a beaucoup parlé de tout ce qui est ces activités économiques informelles, illicites et autres entre la Libye et la Tunisie. Et il y a toujours implicitement ou explicitement des liens ou des perceptions de liens possibles entre commerce transfrontalier et extrémisme violent. Voyez-vous une telle menace du côté libyen? Merci. Alors ça, c'est une question très, très intéressante et importante, surtout pour les zones transfrontalières. Je vais prendre une position très forte. Je vais dire qu'à mon sens, le danger est plutôt de croire qu'il y a un lien direct et solide entre ces deux phénomènes. Parce que la réponse, après, sécuritaire, comme Hamza l'a dit, risque de créer le problème qu'on essaie de lutter. Dans le détail, à mon sens, les relations entre ces deux phénomènes et ces deux types d'acteurs sont transactionnelles. Les extrémistes violents ne sont pas les mêmes acteurs que ceux qui s'occupent du commerce transfrontalier en général. Je vais faire des raccourcis parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Et évidemment, il y a des nuances. En tout cas, en Libye, ce n'est pas le cas. Cela peut changer si les groupes extrémistes violents prennent le contrôle du territoire. Là, les dynamiques changent. Mais ce n'est pas le cas en Libye. En Libye, actuellement, ils sont plutôt faibles et il est très improbable qu'ils prennent le contrôle du territoire à moins qu'un conflit assez violent reprenne. Ceci dit donc, le lien entre l'économie informelle, la contrebande et l'extrémisme violent n'est pas si direct et évident que certains peuvent le croire. Et il faut faire très attention à établir ce lien, surtout quand on essaie d'élaborer des politiques publiques. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, le lien et l'extrémisme violent se développent dans les extrêmes de présence ou absence de l'État. Quand l'État est trop présent et répressif, ça pousse et ça crée de l'aliénation et ça tue l'économie. De l'autre côté, quand l'État est complètement absent, se laisser faire aussi laisse des espaces et crée un autre type d'aliénation qui est l'absence de l'État et donc les services et la sécurité et la justice et ainsi de suite. Ceci dit, ça ne veut pas dire que l'extrémisme violent ne bénéficie pas de l'économie informelle et des acteurs du crime organisé, pas du tout. Mais il ne faut pas confondre, à mon sens, les deux phénomènes. En parlant de la zone transfrontalière, et je m'arrêterai, les rapports entre Tunisie et Libye s'appuient sur un commerce transfrontalier qui est très, très important, surtout pour le côté tunisien. Et du côté libyen, la menace djihadiste et l'extrémisme violent, en réalité, en Libye, est présente plus vers l'intérieur et le sud du pays. C'est là où se trouvent ces groupes-là. Donc, à l'horizon prochain, ce n'est pas du côté de la frontière libyenne qu'il faut voir cette menace encore présente comme elle l'était en 2016. Merci Jean-Louis. Ceci nous amène dans la direction de vraiment penser qu'il doit y avoir un équilibre entre les mesures de prévention et les mesures de contrôle ou répression de l'extrémisme violent. Michael, quelles seraient les top 3 priorités que le gouvernement pourrait adresser
pour assurer un meilleur équilibre entre les deux approches et surtout que vous avez vraiment mis ça en exergue durant votre intervention. À vous. Voilà. Ça y est, je regarde si mon micro est bon. C'est bon? Vous m'entendez là? Voilà. Voilà. Alors, oui. En fait, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est au niveau national. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont faites. On voit la Commission nationale de lutte contre l'extrémisme, contre le terrorisme, qui est très ouverte aux approches préventives. Beaucoup d'acteurs et de décideurs ont conscience qu'on n'est plus du tout dans le même contexte qu'en 2016 et qu'il y a certaines disons, choses qui devraient être revues pour éviter en fait les effets pervers de la lutte antiterroriste, hein, c'est-à-dire une trop grande sécurisation et une dégradation du rapport entre citoyens et forces de sécurité intérieure, comme on vient de le voir il n'y a pas longtemps. Donc à ce niveau-là, évidemment, il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a l'amélioration de la stratégie, la mise à jour qui est en train d'être faite, il y a la révision de certains articles du Code des procédures pénales, il y a peut-être la question aussi de l'état d'urgence, hein, la loi sur l'état d'urgence qui est toujours là, qui date de 1978 et qui justifie des mesures massives de contrôle administratif, hein, qui sont assez, disons, un peu traumatisantes pour beaucoup de personnes qui sont là. Il y a la question de la réhabilitation et de la réinsertion socio-professionnelle des anciens prisonniers. Ça sent qu'il y a beaucoup d'anciens, donc personnes, hein, condamnées pour des faits relatifs au terrorisme qui vont sortir des prisons il n'y a pas longtemps. Il y a 2200 personnes, hein, qui ont été condamnées, dont à peu près 160, 180 pour des violences commises sur le territoire tunisien. Donc ça, c'est au niveau national, si vous voulez. Et il y a des choses qu'on espère qui vont évoluer par rapport à ça. Après, il y a la question de l'espace transfrontalier, en fait. Et là, c'est une autre question. Et là, bon, je rejoins ce que dit Hamza, ce que dit Jean-Louis aussi, c'est-à-dire qu'on se situe sur la même position. C'est-à-dire qu'on voit que l'État est quand même dans un dilemme, et il a toujours été dans un dilemme dans ces zones. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu d'histoire tout à l'heure, de vous présenter ça simplement pour vous dire que ce n'était pas nouveau. C'est toujours la même dynamique. Pour le dire très simplement, il faudrait que les États utilisent tous les prétextes possibles non sécuritaires pour accroître leur présence au niveau des frontières. Voilà. C'est-à-dire que la sécurité est toujours utilisée comme un prétexte pour accroître la présence de l'État dans des zones frontalières qui, historiquement, l'État a un rapport un peu paranoïaque et a l'impression qu'elle les échappe. Et là, c'est utiliser d'autres prétextes. Et le prétexte, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le fait d'encadrer hein, la création de zones de libre-échange, c'est la création d'infrastructures, c'est une gestion communautaire en même temps des frontières, mais de manière formalisée, pas de manière informelle. C'est aussi un changement de communication, etc. etc. C'est des dialogues, c'est la création d'instances de médiation locales, c'est tout ce genre de choses. Parce que, surtout avec le Covid, et qui pas simplement à l'échelle de la Tunisie et de la Libye, mais à l'échelle mondiale, a quand même révélé beaucoup de contradictions, on est dans un monde qui continue, qu'on le veuille ou non, à se mondialiser. On a des défis de plus en plus importants et on ne peut pas imaginer un retour à une espèce d'ordre nationaliste figé, si vous voulez, héritier de l'après-guerre et des mouvements de libération nationaux. Il faut plutôt, à mon avis, ne serait-ce que dans l'intentionnalité, voir de quelle manière est-ce que les coopérations tuniso-libyennes au niveau des politiques économiques peuvent s'homogénéiser, de quelle manière est-ce qu'on peut renforcer cette coopération maghrébine, de quelle manière est-ce qu'on peut tirer profit de ce qui existe déjà, c'est-à-dire cette créativité des échanges, ces liens interculturels de part et d'autre de la frontière qui sont très forts, plutôt que de les étouffer. Donc on est beaucoup plus dans une philosophie, une posture, une communication, un rebranding des régions dans un premier temps, et ensuite évidemment dans des politiques publiques beaucoup plus techniques qui dépendent des ressources de l'État, évidemment.
Merci Michael. Alors une refonte de cette gouvernance au niveau local est nécessaire et ceci, j'espère, sera discuté durant la revue ou la révision de la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Madame Neyla, je vous passe la torche comme on est en course contre la montre maintenant vers la fin de notre session. Je vous invite à nous donner une carte mentale sur les étapes de ce processus de révision de la stratégie et comment les spécificités et les besoins de la société tunisienne et surtout dans la région frontalière sont-elles prises en considération. À vous, Madame Neyla. Madame Neyla, vous êtes sur mute? Oui, ça va. Juste donc pour rappeler donc la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme adoptée depuis novembre 2016. Donc c'était la première stratégie pour la Tunisie, déclinée en plan d'action sectoriel. Maintenant, on est au bout de cette stratégie, novembre 2021. Le processus de la revue de la stratégie a été lancé depuis le début de cette année en concertation avec le Conseil national de sécurité qui a mandaté la CNLCT à mener cette révision. Donc, ce qui s'est passé depuis la première stratégie à la deuxième, ça va être mis et pris en compte. Il y a une expérience de 5 ans riche en termes de capitalisation, d'expérimentation, de défis, de connaissances, des échanges, d'attentes. Donc, cette révision elle prendra en compte l'émergence également du nouveau type de menaces sur la paix et la sécurité internationale, menaces liées à l'évolution du phénomène, ainsi que les leçons apprises de la mise en œuvre de la première stratégie. En ce qui est de la méthodologie de cette révision, donc il y a eu la création des groupes de travail au sein de la commission qui seront répartis en 2 groupes pour réviser le pilier de prévention et un autre groupe chargé de réviser les autres piliers. C'est un travail qui a été fait sur la base de l'évaluation des différents acteurs étatiques, gouvernementaux, mais également de ceux de la société civile, de la nouvelle stratégie, quels sont les nouvelles défis et quelle est surtout leur capacité et leur potentiel pour être un bon acteur dans le domaine de la prévention. Donc, c'est un processus qui a été appuyé par également des discussions ouvertes avec certaines structures de certains ministères qui représentent pratiquement les acteurs de première ligne sur la prévention, donc pour pouvoir justement identifier quels sont les défis et quels sont les points faibles et les points forts. Prochainement, donc, nous avons déjà pratiquement terminé les discussions avec les acteurs gouvernementaux. Maintenant, prochainement, on va mener des consultations, des discussions auprès des jeunes, du secteur privé, des représentants des autorités locales, donc les municipalités, également les médias, les organisations de la société civile, donc dans une approche participative et inclusive pour une bonne appropriation de cette stratégie sur le niveau national. Merci. Merci, Madame Neyla. Alors, le mot, c'est l'inclusion, la participation, être à l'écoute. Et je voudrais remercier les panélistes pour cette riche discussion qu'il serait très difficile de résumer dans les contraintes de temps.
Cependant, en guise de conclusion, nous vous laissons avec 3 messages clés. Le premier un constat est lié au contexte. Les contextes tunisiens et libyens ont changé pendant les dernières années. En Libye, nous avons une opportunité fragile de stabilisation, mais quand même une opportunité, mais aussi de relèvement économique qui peut bénéficier à toute la région, y compris la Tunisie. En Tunisie, il y a une réduction de la menace sécuritaire, mais le pays vit une crise économique et sociale aiguë suite à la pandémie. Prendre en compte la complexité de ces spécificités contextuelles est fondamental pour les efforts de prévention de l'extrémisme violent et je dirais aussi tout ce qui est la portée locale, la dimension locale du travail de prévention. Le second message est lié à l'interdépendance des priorités développement et de sécurité. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le renforcement de la sécurité humaine est une approche qui peut faire la synthèse de ces 2 piliers et prenant la perspective des populations dans la zone frontalière. Dans le contexte tunisien, cela semble demander un recadrement de l'équilibre entre les priorités de la région frontalière et les stratégies de développement, mais aussi dans la définition des stratégies de PEV dans cette région. De même, et c'est le 3e message à retenir aujourd'hui, la présence de l'État est déterminante pour établir un environnement favorable. J'ajouterai aussi le rôle de l'État comme un de nos panélistes a souligné. Ce sont des conditions essentielles à consolider. Je termine là parce que je vois que c'est déjà 11 heures. Je vous souhaite une bonne continuation durant la conférence et je remercie tous les participants et les panélistes. Merci. Thank you.